Imaginez une forteresse souterraine réputée imprenable, dissimulée au cœur des montagnes iraniennes, un centre de commandement que personne ne pensait pouvoir atteindre. Pourtant, une équipe d'élite a identifié sa faille la plus inattendue. 9 heures du matin, dans les monts Zagros, au nord de l'Iran. 40 Rangers du 75e régiment de Rangers progressaient à travers un terrain rocailleux et un vent glacial, se dirigeant vers un complexe de commandement de la garde révolutionnaire, enfoui sous une crête montagneuse. La cible n'était pas un bunker symbolique ou un leurre vide. Il s'agissait d'un quartier général régional, un nœud souterrain renforcé où des officiers supérieurs coordonnaient l'activité militaire de 3 provinces, géraient les communications et conservaient des archives opérationnelles trop sensibles pour être laissées à la surface. Les services de renseignement américains avaient surveillé le site pendant 18 mois. Des signaux, des interceptions, une surveillance aérienne et une analyse des schémas avaient progressivement permis de dresser un tableau précis de ce qui se trouvait à l'intérieur. Le complexe était situé à environ 100 mètres sous la surface de la montagne. Il comportait 4 niveaux reliés par des escaliers renforcés et des couloirs de service. Le niveau supérieur abritait les casernes, les entrepôts et les salles de soutien de base. Le deuxième niveau gérait les communications. Le troisième servait d'étage des opérations. Le quatrième et le plus profond abritait la section de commandement elle-même. Les Iraniens faisaient confiance à la montagne, et cette confiance n'était pas irrationnelle. Le complexe disposait de 2 entrées protégées, creusées dans la pente, d'une sécurité de surface étagée, de caméras couvrant les approches et d'un personnel en rotation suffisant pour rendre un assaut frontal coûteux avant même l'arrivée des renforts. Il était difficile d'accès, difficile à atteindre depuis les airs, et construit pour survivre à un type de frappe qui aurait rasé un quartier général normal. Mais il n'était pas invulnérable. Les planificateurs américains avaient identifié une faiblesse, bien que ce ne soit pas le genre de faille qui garantissait un miracle. Les puits de ventilation et de service qui desservaient les niveaux inférieurs étaient théoriquement assez grands pour offrir un accès, mais pas comme un raccourci vertical direct vers le centre de commandement. Ils étaient étroits, segmentés, équipés de grilles et de paliers de maintenance, et risqués à utiliser dans des conditions de combat. Ils offraient une possibilité, pas une certitude. C'est cela qui a façonné le plan. L'équipe Alpha devait frapper l'entrée principale et forcer les défenseurs à s'engager. L'équipe Bravo attaquerait l'entrée secondaire et bloquerait le mouvement interne entre les niveaux supérieurs. L'équipe Charlie utiliserait le réseau de puits pour amener des hommes aussi près que possible des étages inférieurs, non pas pour éviter complètement le combat, mais pour le fragmenter. L'objectif n'était pas de prendre le complexe entier intact en quelques minutes. Il s'agissait de submerger le système défensif suffisamment longtemps pour récupérer toutes les informations qui pouvaient encore être sauvegardées et s'exfiltrer avant que les renforts de la garde ne scellent la vallée. Personne au sein de la force d'assaut ne s'attendait à ce que l'installation s'effondre au premier contact. Personne ne s'attendait à ce que les défenseurs paniquent et se figent. Le plan prévoyait l'inverse, des alarmes se propageant, une résistance s'intensifiant sous terre, une destruction partielle des données déjà en cours au moment où Charlie atteindrait les niveaux inférieurs et une fenêtre d'extraction se réduisant dès le premier coup de feu. Les hélicoptères avaient déposé les Rangers dans un ravin dissimulé, à plusieurs kilomètres de l'objectif. L'approche finale s'est faite à pied. À 9h20, les équipes étaient en position parmi les rochers, au-dessus et autour du site montagneux, observant le rythme en contrebas. Les gardes effectuaient leur rotation, les techniciens se déplaçaient entre les bâtiments annexes, les soldats traversaient les points couverts près des entrées. Rien ne laissait présager une quelconque détente. À 9h30, l'opération commença. La diversion initiale fonctionna, mais seulement partiellement. Des tirs ont frappé les points de sécurité extérieurs, détournant l'attention de certains secteurs, mais pas assez longtemps pour aveugler l'ensemble de la défense. Les gardes de l'entrée principale se sont tournés vers l'extérieur, d'autres non. Les radios se sont immédiatement allumées. Le complexe ne s'est pas tu. Il s'est réveillé. L'équipe Alpha fut la première à se diriger vers l'entrée principale. La première minute fut violente et chaotique. Les défenseurs du tunnel d'accès des véhicules furent durement touchés, mais ils ne s'effondrèrent pas d'un seul coup. Une position de mitrailleuse survécut à l'échange initial suffisamment longtemps pour clouer une partie de l'équipe Alpha derrière des rochers brisés. Les Rangers durent progresser sous le feu, dégager le rebord extérieur et forcer l'entrée par étapes. Au moment où ils pénétrèrent dans le tunnel, l'installation était déjà en alerte. L'équipe Bravo frappa l'entrée secondaire presque simultanément et rencontra le même problème sous une forme différente. Les défenseurs y étaient moins nombreux, mais mieux positionnés. Les Rangers forcèrent la porte, mais l'accès secondaire ne tomba pas proprement. Le combat se transforma en une lutte d'escalier à courte portée. Angle difficile, béton, écho, pas de place pour manœuvrer. Bravo réussit à entrer,
mais lentement. L'équipe Charlie avait la tâche la plus ardue. L'insertion par les puits ne réussit que partiellement. Un puits menait là où les renseignements l'indiquaient. Un autre aboutissait à un palier de maintenance plus élevé que prévu. Un troisième était suffisamment bloqué pour retarder la descente. Au lieu de 13 hommes apparaissant simultanément autour du centre de commandement, l'équipe Charlie arriva en ordre dispersé, sur différents niveaux et à des moments légèrement différents. Cela rendit la surprise réelle, mais incomplète, et le combat plus intense. Les premiers Rangers à travers le réseau de puits pénétrèrent dans le complexe inférieur avant que les défenseurs ne soient pleinement orientés, mais pas avant que les alarmes ne se soient propagées. Au troisième niveau, une section de communication surprise tentait de détruire des fichiers et d'activer des procédures d'urgence. Au niveau inférieur, des gardes armés se déplaçaient pour bloquer le dernier corridor menant à l'étage de commandement. Au moment où les premiers Rangers atteignirent la section de commandement, la pièce n'était pas figée dans un choc impuissant. Elle était en pleine crise. Certains officiers étaient déjà debout. Une station de travail avait été effacée. Une autre était toujours en marche. Un spécialiste des communications tentait de retirer des modules de stockage d'un rack. Quelqu'un a tendu la main vers une arme de poing et a été neutralisé avant de pouvoir la brandir. D'autres se sont jetés au sol. La pièce fut prise rapidement, mais pas proprement, et non sans tir. Ce fut le tournant du raid. L'équipe Charlie sécurisa l'étage de commandement, mais pas de la manière espérée par le plan initial. Certaines données étaient intactes. D'autres avaient déjà été corrompues. Plusieurs disques durs étaient physiquement endommagés. Des dossiers papier furent saisis là où ils étaient accessibles. Des écrans furent photographiés. Des fragments d'authentification, des tables de routage, des indicatifs d'appel, des notes opérationnelles locales et des morceaux de l'architecture réseau furent capturés. Il y avait suffisamment de renseignements précieux pour être significatifs, mais ce n'était pas un plan complet de toute la structure de commandement iranienne. Au-dessus, Alpha et Bravo continuaient de payer chaque mètre. Le complexe souterrain ne s'était pas effondré dans la panique. Les défenseurs se repliaient par niveau. Les paliers devenaient des goulets d'étranglement. Les tournants d'escalier se transformaient en position de tir. Chaque gain coûtait du temps. Ce que les Rangers avaient gagné en initiative aux entrées, ils le perdaient sous terre en retard et en attrition. À 9h45, l'objectif était techniquement aux mains des Rangers, mais seulement par fragments. L'équipe Charlie tenait l'étage de commandement. Alpha contrôlait le tunnel principal et l'accès supérieur. Bravo avait bloqué le mouvement via la route secondaire, mais n'avait pas dégagé toutes les pièces au-dessus. Certains techniciens se sont rendus. D'autres se sont barricadés. Certains ont détruit du matériel avant d'être atteints. Le complexe n'était pas pacifié, il était fracturé. Cette distinction était cruciale. Les interceptions radio ont rapidement aggravé la situation. Des renforts se déplaçaient plus tôt que prévu et de plusieurs directions. La poussière sur les routes en contrebas le confirmait. Le compte à rebours de l'extraction, déjà serré, venait de devenir dangereux. Le commandant de mission a immédiatement interrompu la phase d'exploitation. Pas de fouille générale. Aucune tentative de vider le complexe pièce par pièce. Aucun effort pour emmener chaque prisonnier ou chaque caisse de matériel. Les éléments sensibles furent triés sur place. Les prisonniers les plus précieux furent déplacés en premier. Les blessés furent évacués avant les fichiers. Les charges de démolition furent réduites aux seules cibles prioritaires. Les salles d'équipement clés, certains points structurels et les systèmes les plus importants pour la fonction immédiate du nœud de commandement. Cette décision a modifié le cœur émotionnel du raid. La mission ne consistait plus à repartir avec tout, mais à prendre suffisamment. L'extraction à travers la montagne s'avéra plus difficile que l'entrée. Déplacer des blessés, des prisonniers menottés et des sacs de matériel capturés par des escaliers étroits, sous la menace d'un contact renouvelé, ralentit considérablement la force. Un élément d'assaut comptait plusieurs blessés graves, suffisamment pour retarder son ascension. Un autre laissa du matériel derrière pour transporter un ranger qui ne pouvait plus se déplacer rapidement seul. À l'extérieur, le combat en surface était toujours actif. Les troupes du périmètre survivantes se regroupèrent sur des rochers plus élevés et ripostèrent vers les approches capturées. La fumée se propageait sur une grande partie du site. Du carburant en feu dérivait bas le long de la pente. Les radios devenaient plus difficiles à entendre. Chaque rapport était plus court. Chaque réponse sonnait plus urgente. Les hélicoptères n'arrivèrent pas sur une montagne silencieuse et un périmètre sécurisé. Ils atterrirent dans la poussière, la fumée, un terrain accidenté, des tirs sporadiques et un site qui n'était que partiellement neutralisé. La zone d'atterrissage dut rester décalée derrière le terrain,
ce qui força les Rangers à transporter leurs blessés, leurs prisonniers et le matériel capturé à travers un terrain découvert et accidenté avant l'embarquement. Les équipes de couverture restèrent en arrière plus longtemps qu'elles ne l'auraient voulu, tirant depuis des corniches rocheuses et des positions abandonnées pour gagner des secondes pour les hommes qui partaient. La séquence de chargement fut précipitée et désordonnée. Il y eut moins de prisonniers que prévu. Les sacs de renseignement étaient plus légers que prévu. Un appareil décolla avec un chef d'équipage tirant encore un ranger blessé pour le mettre en position, tandis que le souffle des rotors projetait des débris de papier et de la poussière à travers la clairière. Un autre partit avec des hommes qui observaient toujours la pente par la porte ouverte, leurs fusils sur les genoux, car personne à bord ne croyait que le combat était vraiment terminé. Ce n'est qu'après que les hélicoptères se soient éloignés à travers les vallées que les démolitions différées commencèrent. Une salle de communication fut la première à exploser. Puis une partie de l'étage des opérations fut privée de courant. Une charge structurelle provoqua un effondrement localisé près de l'une des sections d'accès inférieures. À la surface, un véhicule brûla entièrement, tandis qu'un autre fut laissé endommagé et abandonné. Toutes les charges ne fonctionnèrent pas parfaitement. Toutes les sections ne s'effondrèrent pas. Le bunker ne fut pas effacé de la montagne en 5 secondes. Il fut estropié, enseveli par endroits, plongé dans l'obscurité à d'autres, et rendu inutilisable comme nœud de commandement cohérent pour le combat immédiat. Cela rendit le résultat plus fort, non plus faible. À midi, les Rangers étaient hors de la zone cible. Ils n'étaient pas indemnes. Ils ne transportaient pas tous les fichiers ni tous les prisonniers. Ils n'avaient pas effacé l'intégralité de la structure régionale d'un seul coup parfait. Du personnel iranien survécut. Des parties du réseau plus large survécurent. Les renforts existaient toujours. L'État avait toujours la capacité de combattre. Mais, pendant une fenêtre étroite et coûteuse, l'un de ces nœuds de coordination souterrains clés avait été arraché de la chaîne. C'était suffisant. C'est ce qui a rendu le raid significatif. Non pas parce qu'il a tout détruit, mais parce qu'il a détruit suffisamment.